Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel Python. On va voir ensemble ce qu'on appelle l'annotation de type, c'est-à-dire la possibilité d'indiquer explicitement dans le code le type des données que nous allons manipuler. Et c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans ce langage-là, et en tout cas que vous connaissez peut-être dans d'autres langages avec un typage statique. Donc on va voir comment faire ça en Python, et je vous ferai utiliser un outil qui va permettre évidemment d'analyser tout ça aussi. On a ici un exemple de code très simple avec quelque chose que vous pourriez écrire en Python. Tout à fait classique, donc une fonction définie qui va faire la somme des nombres depuis un intervalle, donc de ce nombre à ce nombre inclus. Donc on récupère l'ensemble de ces nombres et on retourne ensuite la somme de ces derniers. Et là par exemple, je lui dis de faire la somme de 1 à 5, donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Que vous comprenez un petit peu le principe. Si j'exécute ce code, ici, on a donc somme des nombres de 1 à 5, on obtient 15, donc c'est correct, et on a donc le programme qui s'exécute sans problème, donc ça c'est tout à fait classique jusqu'à présent, et on a toujours fait comme ça, on a toujours noté en fait avec un typage dynamique, puisque c'est ainsi qu'est conçu le langage Python, et l'interpréteur ne nous oblige pas finalement à spécifier les types de données. Pourtant, ils en ont bien, d'accord, ça n'empêche absolument pas. Si je fais ici un print type, par exemple sur la variable b, effectivement, en testant, on voit bien que la variable appartient à une classe qui est ici la classe des entiers, donc int, et les données possèdent un type bien spécifique. L'outil que nous allons utiliser, en tout cas, la notation que nous allons utiliser va permettre de noter statiquement les données, donc le type des données, et après, bien sûr, pouvoir faire analyser ça, puisque l'interpréteur, comme vous l'avez vu, lui, ne va pas s'occuper en fait d'analyser ces données-là. Donc on va regarder un petit peu comment procéder. On va répartir en plusieurs étapes, parce qu'on va voir quand même beaucoup de choses sur ce tuto, notamment les types natifs. Donc quand je parle de types natifs, je parle des types qu'on retrouve le plus souvent. Alors il y en a peut-être certains que vous ne connaissez pas encore, tout dépend de là où vous vous trouvez au niveau du cours. Donc set, range, etc. Chaîne de caractères. Voilà, ces différents types qu'on retrouve et qu'on peut noter tels quels. Comment que ça va se passer en termes de nommage? On va nommer les types des variables, que ce soit par exemple pour les paramètres des fonctions ou des méthodes, si vous êtes dans des classes, et on va également l'appliquer au niveau des variables que l'on va déclarer. Donc ici, ce qu'on va indiquer est au type de retour, mais on va en parler juste après. Ici, je vais mettre 2 points après le nom de ma variable. Alors vous pouvez espacer ou non, ça c'est vous qui voyez. Et je vais indiquer le type en question. Donc là, je vais attendre par exemple un entier, donc je vais l'indiquer ici. Je vais aussi attendre un entier là. Et ici, je déclare un entier, enfin pas un entier, pardon, mais une rangée, donc une fourchette de valeurs. Donc on va être du type range également. Donc on va voir ces vérifications-là. Je vais le laisser tel quel pour le moment. Ici, mettre un entier. Là aussi. Ici, on va laisser, ça je vais l'enlever. Je vais réexécuter le code maintenant avec les modifications que je viens de faire. Vous voyez que ça ne change absolument rien à l'exécution, puisque comme je vous l'ai dit, au niveau de l'interpréteur, il ne va pas vérifier ces choses-là. Tout simplement parce que pour le langage, les données sont du type any. C'est-à-dire qu'en fait, une variable, elle peut être de n'importe quel type. C'est-à-dire qu'ici, je peux l'indiquer là, je vais faire quelque chose comme ça. Ensuite, on va changer cette valeur par quelque chose comme ça. Et ensuite, pourquoi pas, changer encore par quelque chose comme ça. Et là, si je réexécute mon programme, c'était du type int, c'est passé ensuite au type de booléen et ensuite au type des nuplets. Donc on a bien en fait le type qui change en fonction, on a un typage dynamique, c'est-à-dire qui est déduit à l'exécution du programme en fonction bien sûr de la donnée qui est mémorisée dans la variable en question. Nous, on va faire en sorte d'avoir un typage statique, qui va donc imposer, comme dans d'autres langages, le C, C++, Java, etc., de typer les données au niveau du code source, et après, bien sûr, de pouvoir avoir un outil qui va être capable d'analyser ça. Parce que comme vous le voyez, l'interpréteur ne l'analyse pas, et donc si on se contente de ça, on n'aura pas beaucoup de vérifications qui sont faites. Pour cela, il va falloir utiliser un analyseur statique. Donc nous, on va utiliser MyPy, il en existe plein d'autres. Vous pourrez toujours après vous essayer à d'autres outils. Il faut bien que je vous en présente un, donc j'ai choisi celui-là, et qui va permettre comme ça d'analyser le code un petit peu qu'on écrit. Donc vous l'installez depuis PyPy. Si vous ne savez pas faire, vous avez un tuto sur la chaîne pour utiliser ce gestionnaire de paquets. Et vous installez comme ça cet outil qui, normalement, si votre installation est correcte, devrait être reconnu dans votre terminal comme utilisation de Python.
À partir de là, je n'ai plus qu'à appeler l'outil, donc par son nom, et je fais suivre ensuite par le nom de mon fichier. On va avoir une analyse qui va être ici la plus simple, qui va être faite, et là, je n'ai évidemment pas de... On voit en tout cas que je n'ai pas d'erreur au niveau du fichier source que j'ai inclus. Si on veut vérifier davantage de choses, c'est-à-dire qu'avec ce mode-là, certaines vérifications ne sont pas faites, et surtout il va prendre en compte le type ini, c'est-à-dire si je n'indique pas une information, par exemple je fais ça, normalement pour un analyseur on devrait s'attendre à une erreur, d'accord? Mais ici on n'en aura pas, puisqu'il va considérer que si nous n'avons pas indiqué le type, c'était volontaire, ça veut dire que cette variable peut intégrer, peut en tout cas mémoriser différents types de données, et donc n'importe quel type de données. Donc c'est un petit peu comme si en fait nous avions marqué, sauf que là lui il le prend par défaut, ce type-là. On va revenir sur ce type précisément un petit peu par la suite dans le tuto, mais en fait pour lui ça correspond à ça. Donc si on note rien, c'est du type any, donc ça lui pose pas de problème. Moi ce que je vais faire bien sûr, c'est d'avoir une vérification stricte, où on veut absolument que tout soit typé avec le type précis. Et vous verrez que c'est très précis, c'est-à-dire même quand on fera par exemple une liste, il suffira pas de dire que c'est du type liste, parce que ce sera pas assez précis. Donc ça fonctionnera avec ce genre d'usage. Par contre, en mode strict, eh bien, il faudra indiquer une liste de quoi? Une liste d'entiers, une liste de joueurs, une liste de booléens, etc., etc. Donc là, je vais refaire pareil, myp, et utiliser l'argument. Donc attention, il y a deux tirets, hein. Il y en a deux, strict, et sur mon fichier. Et là, évidemment, il va y avoir des avertissements, des erreurs, pour indiquer qu'on a quelques problèmes. D'abord, on voit qu'il manque effectivement le type de retour de la fonction, et ensuite on voit que pour un des arguments, un ou plusieurs, donc là il a dit un ou plusieurs, il manque également un type précis. Donc on va remettre déjà ce dernier, qu'on avait mis tout à l'heure, on va réexécuter vite fait pour voir qu'effectivement ça a bien corrigé le problème, et il ne nous reste plus que le type de retour de la fonction. Donc le type de retour, ça s'indique avant les deux points, attention, vous mettez une flèche, et ensuite le type en question. Donc là on travaille qu'avec des entiers, donc je renvoie un entier. Et là tout de suite on n'aura plus d'erreur avec une exécution en mode strict. Et là normalement on peut être assuré que on a bien mis l'ensemble en tout cas des types qu'on voulait. Alors attention, la notation de type ça fonctionne pour les définitions liées aux paramètres. D'accord, ici pour les fonctions, ça va pas faire de vérification ici. C'est-à-dire que là, si je me contente de faire ça, ça va pas lui poser de problème. Vous voyez, il ne contrôle pas en fait le type pour la déclaration des variables. Alors selon les outils ça dépend, vous avez des outils qui peuvent le contrôler, d'autres non, et c'est pareil en fonction des mises à jour qui peuvent être faites sur la bibliothèque. Vous aurez donc de plus en plus de choses prises en charge en fonction, donc c'est pour ça qu'il faut tester plusieurs choses, de voir en fonction de vos besoins si vous avez des besoins spécifiques. Donc moi par habitude, histoire de rester cohérent, je vais le mettre partout. Comme on fait ici du typage statique, je vais le mettre partout, même là où c'est pas forcément contrôlé, pour garder cette habitude-là. Donc là, vous voyez, on revient vraiment comme à un langage statique, hein, à typage statique, avec l'ensemble des données qui sont précisées. Donc le moindre type ici est indiqué, et on a quelque chose d'un peu plus correct à ce niveau-là. Donc n'oubliez pas, hein, de préférence, travailler en mode strict, sauf si vous ne voulez pas contrôler précisément le type des données. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une analyse simple. Donc c'est vous qui voyez en tout cas selon ce que vous faites, et selon ce que vous voulez vérifier notamment. Voilà pour ça. Ça c'est la première partie, la première chose que je voulais vous montrer. On peut aussi, alors c'est vrai que je vais le montrer rapidement, si on veut indiquer par exemple deux types. Admettons qu'ici on se dise, bon, ça pourrait renvoyer ça, ou alors renvoyer un booléen. Par exemple, je sais pas, il y a une erreur, on veut renvoyer false, admettons. Eh bien, on peut l'indiquer. Il suffit d'utiliser une barre verticale et d'indiquer que ça peut renvoyer un booléen. Et dans ce cas-là, pourquoi, hein, pour quelle raison, j'en sais rien, mais si par exemple on considère que ça c'est égal à 0, en fait on renvoie faux. Mettons. Donc pour montrer que c'est une possibilité, normalement ça doit passer à l'analyse, voilà, puisque c'est cohérent avec ce que j'ai fait. Donc vous voyez, il n'y a pas de problème ici au niveau d'une vérification stricte qui a été faite. En revanche, si j'avais enlevé ça, automatiquement ce serait pas, on va dire, cohérent avec le reste, mais il y a certaines parties qui ne va pas vérifier, puisque encore une fois, si c'est par défaut, il peut vérifier que c'est égal à ini. Donc attention aux différents outils, pour, selon l'analyse en fait qui sera faite ou pas, on peut en vérifier un petit peu tout ça. Donc nous, pour être sûr, voilà, pas de problème, on vérifie différentes données comme ça pour l'ajouter. Donc je vais laisser ça. De toute façon, il y a certains outils que je vais vous montrer qui ne seront pas forcément pris en charge avec l'analyseur ou avec d'autres analyseurs, puisqu'il y a notamment des fonctionnalités qui sont propres à la toute dernière version de Python au moment où j'enregistre, hein, donc 3.12. Donc évidemment, il y a des choses, alors je vais vérifier pour être sûr, mais normalement c'est ça. Voilà, 3.12.1. Donc certaines fonctionnalités sont toutes récentes,
et devront être prises en charge par la suite avec le logiciel. Donc sera peut-être déjà pris en charge au moment où vous suivrez ce tuto si vous le regardez bien plus tard qu'après sa date de publication. Mais sinon, il faudra attendre un petit peu que certaines choses soient analysées en tout cas ou contrôlées par MyIP aussi pour être détectées. Passons à d'autres types. On a d'autres possibilités. Je vais mettre type complexe, pas au sens mathématique du terme, mais plus parce qu'on a d'autres vérifications qu'on peut faire. Ou je peux mettre même classe d'ailleurs, c'est pour ça que là j'ai mis type natif, mais en fait je vais mettre classe abstraite, parce que finalement c'est ça que ça concerne. Si vous ne savez pas ce que c'est les classes abstraites, pareil, il y a un tutoriel sur la chaîne, mais c'est pas de toute façon le sujet, il n'y a pas forcément besoin de savoir ce que c'est exactement. Même s'il faut savoir quand même ce qu'est une classe, un minimum, hein, pour suivre ce tuto dans tous les cas. Et en fait, ça va nous permettre d'indiquer des types. C'est-à-dire qu'au niveau de Python, nous avons un module, donc on va partir de ce dernier, donc les collections. ABC généralement pour indiquer que c'est quelque chose qui est abstrait, donc des classes abstraites. Et ensuite là on peut importer plein de choses. On va voir pas mal de choses. Donc ça c'est une possibilité, mais c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Donc je vais le commenter. Moi ce qui va m'intéresser, c'est en partant du module de typage, et je vais importer par exemple ceci, Final. On a aussi des classes qui sont disponibles. Final va nous servir à, alors je vais l'indiquer ici. Alors c'est vrai que je mets classe abstraite, mais en fait je pourrais mettre je peux mettre ce terme-là. Autre type au sens global, noté final, qui va permettre de déclarer des données finales, c'est-à-dire des données constantes, qui une fois qu'elles sont déclarées ne peuvent pas changer de valeur. Donc ça c'est pratique si on veut véritablement s'assurer d'avoir des constantes. Pourquoi ça va être pratique? Je vais vous montrer ça. Parce que prenons un code par défaut. D'accord, il n'y a pas de souci. Je change sa valeur. Voilà. On actualise, on exécute le programme. Vous voyez qu'on a pu changer la valeur, ça n'a pas posé de problème. Là-dessus, pas de souci. Si j'utilise un typage final cette fois-ci, deux points, final, comme ceci, donc à la déclaration, hein, pas une nouvelle affectation, ça va de soi. À l'exécution, bon, je vous ai dit, l'interpréteur Python, il n'analyse pas ces choses-là, donc lui il ne le voit pas. Par contre, si on utilise ensuite une vérification ici, on voit qu'il y a un problème puisqu'on a essayé d'assigner en fait une valeur à une variable déclarée final. Donc une variable qui normalement ne peut pas changer de valeur. Donc on a des vérifications qui sont faites ici. Et vous avez vu en plus qu'en plus de ça, si on a une erreur qui est prise en compte, donc je vais le mettre ici, on va le mettre en final, on va le laisser tel quel, on pourra avoir des vérifications qui sont faites, je vais y arriver, en fonction du type. Parce que là, finalement, c'est un final de any qui est pris par défaut, donc ça ne l'embête pas. Mais si un jour vous voyez que c'est détecté comme étant une erreur aussi, eh bien vous pourrez préciser le type que vous voulez là-dedans. Et là, ce qui fait que, bon, si je déclare ça final int et que je m'amuse à mettre ceci, eh bien forcément, il va y avoir un problème. Puisqu'on voit que l'expression qu'on a mise est de type float, visiblement, c'est comme ça c'est de ce type-là qu'il l'a déduit, alors que la variable a été déclarée comme une variable donc finale, certes, mais variable de type entier. Donc vous voyez, on peut faire plein de vérifications avec cette annotation de type, très pratique, même si, comme je vous l'ai dit encore une fois, il y a certaines choses qui ne sont pas encore ou qui ne vont pas être tout de suite détectées. Il faudra voir en fonction des différents logiciels ce qui est pris en charge maintenant et puis ultérieurement, et de faire en fonction de ce que vous voulez en fait faire détecter pour être sûr d'avoir le typage qui est bien vérifié à chaque fois. Donc le mieux, bien sûr, pour être cohérent, c'est de mettre son typage à chaque fois si on veut s'en servir, de le faire partout, même aux zones où c'est pas forcément contrôlé. Et après, quand ce sera pris en charge par les différents outils, au moins, vous saurez, vous pouvez faire des vérifications un petit peu sur vos programmes, et ça ira très bien comme ça. Donc ça, c'est une possibilité. On a finalement des types un peu plus englobants. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on parle d'entier, quand on parle de ce genre de choses, c'est pas forcément des plus pratiques. Alors, je vais pas forcément d'ailleurs prendre des exemples comme ça. Je vais vraiment écrire quelque chose tel quel. C'est-à-dire, je vais faire ceci. Some function, je passerai des informations dedans. Je vais même pas mettre de code. Voilà. On va rester sur quelque chose de très simple qui retourne rien. Donc bien sûr, ça que je l'ai pas dit, mais on peut retourner known. Voilà, ça fait partie finalement de rien. Si vous voulez dire que ça retourne rien, il faudra mettre known. Et ici, on pourrait avoir des données plus précises. Parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément les données qu'on veut. Bon, si on met liste, etc., ok, on comprend bien que ici, je peux très bien dire, par exemple, j'ai, mettons, des joueurs et une liste de joueurs. Je peux très bien écrire ça comme ça. Pas de problème. Mais je pourrais très bien avoir une fonction, écrire une fonction qui accepte finalement d'autres types de collections. Alors ok, on pourrait
en cumuler plusieurs comme ça avec, avec la barre verticale, mais on ne va pas tous les noter comme ça ferait beaucoup. Et on peut avoir certains types, en tout cas avoir un super type qui engloberait plusieurs types. Par exemple, de se dire, bon, ici, ce que je veux faire, c'est ça. Et je fais element. En gros, je veux itérer avec une boucle for, tout simplement, et passer donc une collection. Le principe de ce code, en tout cas s'il marche comme il faut, ça je l'enlève. C'est-à-dire qu'ici on va avoir, voilà, importer quelque chose, on va s'en servir en fonction. C'est de pouvoir de dire. Alors, on va donner un vrai nom. Voilà. 1, 2, 3. Et ici, voilà. Nous avons une liste, nous avons une chaîne de caractères, nous avons un NuPlay. Vous savez que ces trois types-là sont des types qui sont itérables. C'est-à-dire que si on utilise une boucle for, on peut parcourir l'ensemble des éléments d'une liste, l'ensemble des caractères d'une chaîne de caractères et l'ensemble des éléments d'un NuPlay. D'accord, c'est tout à fait possible. Ce sont donc des types qui sont dits itérables. Et pour ça, nous avons justement un type ici qui peut englober tout ça. C'est-à-dire que là, si on essaye de faire un typage, encore une fois, voilà, il va falloir tout noter. Je vais y arriver. Et vous voyez qu'on est obligé de noter plein de types à chaque fois. C'est pas forcément pratique, c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, tout ce qu'on veut pouvoir dire, c'est une collection, elle doit être un itérable. Donc en fait, ce type-là. Et ce type-là, pas de problème. On va l'intégrer ici. Et comme ça, on indiquera en fait que l'élément est itérable pour la vérification qu'on veut faire. Donc je vais avoir par contre, il manque effectivement, parce que là je suis en type strict, donc ce qu'on va faire déjà c'est juste, voilà, simplement comme ça. Donc c'est un élément itérable, d'accord? Donc vous voyez que là ça passe, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous l'ai dit, en mode strict, il vérifie vraiment le type strict. Donc c'est-à-dire un itérable de quoi? On ne sait pas. Un itérable d'entier, un itérable, voilà, on ne sait pas exactement. Donc il faudra préciser les entiers. Et là forcément ça va poser problème, parce qu'on a une chaîne de caractères. Donc on pourrait avoir des problèmes si la chaîne de caractères n'est pas prise en compte comme il faut, parce qu'on a un type incompatible entre une chaîne et un itérable d'entier. Donc là on peut réduire le champ qui est possible par rapport aux vérifications qu'on a ici. Alors à moins que sur votre chaîne on puisse transformer les caractères, ça devrait être possible normalement d'ailleurs. Je pense que si on fait quelque chose comme ça, ça devrait passer je pense pour la chaîne de caractères. Ah bah non, il veut même pas du tout, parce qu'il prend en compte le type. Donc il fait absolument pas de vérification. Oui, parce qu'en fait il doit pouvoir itérer, et là on est sur des entiers, donc de toute façon ça passera pas au niveau d'ici. Donc ça sera pas pris en compte. Donc il veut des entiers, voilà. Il veut un ensemble d'itérables d'entiers. Forcément, en Python, un caractère, c'est considéré comme une chaîne. On n'a pas un type spécifique pour ça. Donc il refuse en tout cas que ce soit pris en compte. Donc on peut réduire. Donc là, si on voulait que ça fonctionne avec la chaîne de caractères, on est obligé de laisser ce type-là. Et forcément, vous devrez faire votre analyse, non pas en mode strict, mais en mode normal. D'accord, en fonction de ce qu'il y a, ou utiliser d'autres outils éventuellement qui pourraient faire la distinction. Voilà, il faudra de toute façon toujours adapter en fonction de ce que vous voulez faire précisément. En tout cas, sachez qu'il y a ces types-là. Je ne vais pas tous vous les énumérer, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais en tout cas vous présenter les plus classiques. On a itérator, donc ça c'est en fonction si ça inclut les bonnes méthodes. Donc ça, en fait, c'est si on a la méthode iter, donc la méthode spéciale qui est implémentée, qui sera prise en compte. Si on a des méthodes next, notamment, donc c'est l'itérateur. Donc ça peut en fait prendre en compte certains types et pas d'autres. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous avez en comparaison pour chacun. On a sized. Sized, c'est tout élément qui implémenterait en fait la méthode len, donc qui peut renvoyer une longueur de quelque chose. Donc si ça peut renvoyer une longueur, eh bien il sera capturé par ce type-là. Et à partir d'ici, si vous faites ça, tout élément dont on peut mesurer la longueur sera en fait analysé ici au niveau de la collection. Donc on a plus de vérifications. Donc ça le for, surtout pour ce qui est itérable. Donc là je vais remettre voilà, rien du tout. Et on peut comme ça vérifier différentes choses en fonction de ce qu'on veut faire. On peut avoir aussi un élément séquentiel. Voilà, donc vous avez plusieurs vérifications comme ça. Et il y en a d'autres, évidemment, il y a pour pas mal de types. Comprenez simplement que là, vous avez des cas très spécifiques, d'accord? C'est-à-dire que ça vise un type précis. En plus, si on utilise le typage pour avoir un mode strict, on peut indiquer de quel type précisément c'est. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, au lieu d'avoir une... Vous voyez, ça c'est une liste tout seul.
ça n'indique rien. Mais on pourrait très bien après indiquer que c'est une liste d'entiers. Donc par exemple d'avoir liste et d'indiquer quand on fait l'appel, eh bien liste d'entiers. Donc là en fait on se retrouve à noter ça. Voilà, c'est précis. Donc le type bien sûr c'est liste. Et comme ça on peut ajouter différents éléments que l'on veut. Voilà, vous pouvez compléter un petit peu par rapport à tout ce que vous voulez. Et on a ça pour tout. On a ça également pour le dictionnaire. Si je veux passer un dictionnaire avec des types précis, donc si c'est dict, bon bah c'est un dictionnaire, le problème c'est que ça revient à marquer ça. Donc pas grand chose pas beaucoup d'intérêt en fait, vous gagnez rien. Par contre, si vous voulez indiquer un dictionnaire dont les clés sont des entiers et les valeurs sont des chaînes, et bien là c'est intéressant. Et dans ce cas-là, alors là bon évidemment ça va planter au complet, je vais ajouter dict. Alors des fois c'est pareil, soit c'est sur l'un, soit c'est l'autre où il faut importer. Bon, de toute façon il va y avoir des erreurs évidemment. Donc c'est typing. Parce que des fois je confonds entre l'un ou l'autre. Oui, ça ce sont des types, donc c'est dans typing, exactement. L'autre c'est plus les, on va dire les solutions, les classes abstraites, voilà, ici. Donc iterable, iterator, sequence, size, etc. Ça va être effectivement dans les classes abstraites. Donc ça. Et ensuite les types, ce sera dans typing, vous pourrez les importer, donc les listes, etc. Tuple, voilà. Et comme ça on a le dictionnaire. Donc là, bah, évidemment, il n'y a que des erreurs parce que ça ne correspond pas. Vous voyez, on a une liste d'entiers, ça ne matche pas avec ça. Ici, on a une chaîne, ça ne valide pas en fait le dictionnaire ici. Et là, un nuplé de 3 entiers, donc vous voyez, c'est précis. C'est-à-dire que c'est pas 4, pas 2, c'est 3. Et forcément, ça colle pas avec le dictionnaire. Alors qu'à tout moment, si je fais ça, donc ici, qu'on prend ceci, donc on met ça, et ensuite ça, ben là, normalement, si on n'a pas fait de bêtises, ça devrait passer tout seul. Puisque cette fois-ci, ça correspond bien. Et par contre, à nouveau, hein, si je venais à mettre ceci, j'ai bien un dictionnaire, mais le format n'est plus bon. Vous voyez, str, et forcément ça va pas, on cherche donc des entrées au niveau du dictionnaire qui sont de type int, str, et non pas string string. Donc vraiment, tout ça est pris en compte aussi grâce à ces différents types. Donc c'est très pratique, vraiment on peut faire plein de choses. Donc je vous indique, hein, il y en a plein, voilà, vous les connaissez. En tout cas pour ceux-là, vous les connaissez bien. Autre cas, autre possibilité en tout cas, on n'aura pas forcément besoin de montrer ici un appel. Si on veut avoir des exemples optionnels, alors pas des exemples optionnels, par contre, oui, ceci optionnel, on peut le faire ici. On va le faire là. Si on veut indiquer un type, donc là, optionnel, normalement je crois qu'il est dans typing aussi. Et donc si on indique bon, que l'élément est optionnel ici, pas beaucoup d'intérêt, hein, c'est comme si on faisait en Python ça, et puis bah, il est optionnel, si tu mets pas de valeur, ça prend ça. Vous voyez, ça on l'a déjà fait en Python hein, pour les fonctions, on connaît, il n'y a pas de nouveauté on va dire ici. Nous ça viendrait à dire optional, ici, c'est d'un type, par exemple, on attend une liste, et sinon, donc on peut juste mettre ça, voilà, c'est optionnel une liste, mais bon on n'a pas grand chose, mais sinon on peut indiquer bah, c'est d'un autre type. Donc par exemple, un tuple, un enuplé. Voilà. Donc le type demandé, qui est optionnel, et ça c'est ce qui est par défaut. Donc s'il n'a pas été renseigné, donc en fonction de ce que vous passez. Donc on a cette possibilité, hein, optional, qui peut être utilisé également. Sinon je vous dis, le plus pratique aussi, par exemple tout à l'heure on avait ça, bah, c'est de faire ça. Et puis après, bah, ici vous indiquez donc par exemple une valeur, si vous voulez juste une valeur par défaut, sinon d'indiquer le type. Donc si vous voulez préciser en fait une annotation de type par défaut, il faut utiliser optional. Si c'est une valeur par défaut, bah, vous utilisez la notation qu'on connaît bien. Et vous pouvez bien sûr allier la notation de type avec une affectation par défaut appliquée. Ça ne change pas, c'est ce que vous avez appris à faire en Python. C'est bien évidemment toujours utilisable ici. Donc je peux très bien faire ça comme ça. D'accord ? On peut gérer en fait en fonction et de voir un peu comment cela se mélange, finalement se compose avec d'autres notions que vous avez pu voir dans le langage. Voilà pour cette partie. J'essaie de pas aller trop vite parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments. Je vous les note ici de façon, mais encore une fois, de toute façon, c'est à vous de prendre des notes, c'est pas forcément à moi. Donc vous avez toutes ces données-là. Deux cas spécifiques pour le type de retour. Si vous avez par exemple, d'accord, même exception, qui donc déclencherait, pardon,
une exception d'ailleurs, voilà, une nouvelle exception, vous pouvez l'indiquer puisqu'elle ne va jamais rien retourner, donc elle ne va pas retourner known. Known, c'est déjà indiqué que ça peut retourner quelque chose, ça ne retourne rien, mais ça retourne quelque chose d'une certaine manière. Donc ici, on va juste indiquer no return. Voilà, donc un autre type, no return, donc ici dans typing, pour indiquer vraiment que ça retourne rien. Donc là par exemple, moi ici c'est le cas, enfin quoique non passe même pas, mais si je déclenche une exception, en gros, je peux faire un no return et ça fonctionnera très bien. Et si, alors ça c'est pour les classes, si par exemple vous avez besoin de retourner une instance, d'accord, l'instance courante, c'est des fois ce qu'on peut avoir besoin de faire quand on veut faire du chaînage notamment, eh bien vous avez accès au terme self également comme type. Voilà, on peut l'utiliser aussi pour dire bah voilà, ça doit retourner ça. Donc si à un moment donné vous êtes dans une méthode de classe et que vous faites un return self, eh bien vous savez que pour l'indiquer au niveau de la notation, il faut indiquer ce type-là de retour. Comme ça, il n'y aurait pas de problème au niveau de la vérification ici de MyPy ou d'autres outils. Je pense qu'on a fait le tour des plus essentiels. Hein. Encore une fois, il y a d'autres cas plus spécifiques encore, mais là, j'ai quand même fait le tour de ce qui revenait le plus souvent. Après, vous pourrez toujours, comme d'habitude, aller voir dans les documentations si vous avez besoin de viser un type encore plus précis que ça, et puis surtout voir si c'est pris en charge, hein, simplement, au niveau des différentes annotations. Mais là, vous avez vu en tout cas ce qui est pris en compte. Pareil, petite précision à la fin, avec le type any. Donc, je vous ai parlé. Parce que vous avez remarqué que le type strict, hein, il veut vraiment que ce soit strict. Pour le coup, il est précis. Il veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc c'est vrai que si je fais... alors bon, si j'ai une liste, d'accord. Alors j'ai mis quoi là, voilà, liste, name cell, bon je vais l'enlever parce qu'en fait ici je m'en fiche. Déjà je vais enlever tout ça. Voilà, known list. Voilà, ça que je voulais. Et là effectivement on voit que liste, trop générique, pour lui il veut un cas précis. Et le problème c'est que si vous amusez à faire ça, vous perdez beaucoup de vérifications. Ce genre de commande, il faudra tout contrôler. Là, il y a plein de choses que vous ne contrôlez plus, c'est un peu dommage. Vous voyez, on est entre deux. Là, on contrôle tout. Là, on contrôle vraiment le strict minimum. Nous, on aimerait un entre deux. Donc, pas de problème. Si vraiment vous voulez un cas précis, soit vous avez un type précis de liste et vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure. Par exemple, une liste de chaînes, en important bien sûr, hein, depuis typing list, pas oublier en fonction. Soit vraiment, ça peut être de n'importe quel type, ici, et il faudra indiquer le type any. Alors soit c'est n'importe quel type, mais bon là ça reviendrait au comportement par défaut, donc c'est ça. Bon là pas beaucoup en soi pas beaucoup d'intérêt. Soit vraiment vous pouvez pas dire à l'avance si c'est forcément d'un type précis, et dans ce cas-là il faudra le contrôler vous-même. Et là normalement, alors on doit avoir normalement any, not defined, je l'ai peut-être pas mis, ah oui, parce qu'il faut l'ajouter. Typing. Et on va comme ça pouvoir vérifier en fait tout ce qu'il y a. Et là vous voyez ça passe la vérification. Il dit ok, tu m'as précisé, donc c'est volontaire, tu veux une liste de n'importe quoi. Et dans ce cas-là, ça peut être une liste d'entiers, une liste de chaînes, une liste de n'importe quel autre type qu'on peut créer en Python, et ça passera la vérification. Donc attention, parce que ça peut être assez, encore une fois, comme on fait gère du typage, forcément comme on passe par un analyseur statique, vous voyez qu'il y a beaucoup de notations à connaître. Donc c'est toujours pareil, soit vous estimez que vous faites du Python pour le typage dynamique et vous préférez perdre en sécurité, on va dire en qualité de code par rapport à ça, et vous gardez le typage dynamique et tant pis. Soit vous aimez bien Python, mais en même temps vous voulez profiter d'un typage statique parce que vous trouvez ça intéressant quand c'est issu d'autres langages de programmation. Et là vous voyez qu'on peut apporter ce typage finalement, même si c'est pas 100% pris en charge pour tout, mais on peut apporter quand même trouver un bon compromis au niveau de Python pour utiliser ce langage et en même temps avoir un typage statique, un minimum en tout cas, pour pas manipuler n'importe quoi non plus dans notre code. Donc on peut allier les deux sans problème. On va s'arrêter là sur cette partie, en tout cas sur ces différents types ici. On va passer d'autres choses parce que j'aurais pas forcément abordé ça dans des vidéos à part parce qu'il y a très peu à dire. C'est-à-dire que si je ne veux pas faire des vidéos de 30 secondes, aucun intérêt, des tutos de 30 secondes, mais on a quand même quelques petites choses, notamment au niveau des NUPlay. On va commencer par cette partie-là. Un NUPlay, donc c'est un type un peu particulier, et pareil, on pourrait très bien être amené par finalement créer un ensemble de données. Donc je vais enlever ça. Pour le moment, je vais enlever ça aussi. Et de se dire, moi j'aimerais pouvoir faire valider ce type-là. C'est-à-dire que j'ai mon NUPlay qui prend, par exemple, valider, je sais pas moi, celui-ci. Ce NUPlay, il serait au format int str.
précisément avec ces 3 valeurs, d'accord? Pourquoi pas même d'avoir un nommage de ça, c'est-à-dire de se dire on a un protocole, parce que c'est généralement ça, un protocole en fait, on choisit un format de données ou quelque chose comme ça, pour transmettre de l'information, etc., ou communiquer, et de se dire, bon, bah, je suis dans un modèle où je travaille par exemple dans des données géométriques, d'accord, et je veux représenter des coordonnées. Et c'est vrai que si j'indique mes coordonnées sous forme de NUPLE, par exemple en X et Y si on est dans un environnement 2D, on marquerait quelque chose comme ça, mais vous voyez, il n'y a pas d'information, on n'a rien. Au pire, on pourra marquer la player position, quelque chose comme ça. Bon, même si on met une annotation de type, vous voyez, ça manque d'informations. C'est de type NUPLE, très bien. Mais nous, on aimerait de dire, maintenant, en fait, on veut créer une sorte de nouveau type, de se dire, non, ça, on veut considérer que c'est en fait des coordonnées 2D. Vous voyez, on crée un type bien spécifique. Est-ce qu'on va aller créer une classe pour ça, juste pour 2 valeurs? Peut-être pas. Par contre, créer un type, donc un NUPLE nommé, d'accord? Là, ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc, ce qu'on va faire ici, depuis typing, on va importer named tuple. Et là, on va pouvoir créer le type que l'on veut. Ça va passer par quoi? Non pas par une classe qui serait faite n'importe comment, mais par une classe de tuple. Donc, il va en fait hériter d'un tuple nommé. Donc, par exemple, coord 2D, donc coordonnées 2D, ça va hériter de nameTuple. Évidemment, si vous ne savez pas ce que c'est l'héritage, il faudra attendre d'être arrivé suffisamment loin dans le cours pour aborder cette notion, très importante en programmation objet. Et ensuite, directement dans la classe, voyez, on ne met pas de constructeur quoi que ce soit, on va déclarer, donc définir les données de notre tuple. De dire, on a x, et on va n'apporte la notation de type. Donc c'est un entier. Et y, ce sera un entier. Voilà, on ne fait pas de flottant, ici on reste sur des entiers pour faire simple. Ça marcherait avec des flottants aussi, on peut faire comme on veut. Mais voilà. Et là, ça change tout, maintenant. Player position, je peux le déclarer du type que je veux. Donc je pourrais très bien noter ça comme ça. Okay, ça, on a bien compris. Mais même sans parler de ça, c'est qu'en termes de code, en fait, comme c'est une classe, vous pouvez l'instancier. Et là, vous voyez, on a créé un type de données en utilisant la notation de type. Donc, avec une vérification qui sera précise. On ne va pas en fait mettre n'importe quoi. Donc là, c'est valide. Et là, ça ne l'est plus. Vous voyez, donc ça prend bien en compte les types des arguments. Donc ça, très pratique. Très pratique, c'est peu de lignes de code, finalement, pour avoir un type comme ça. Et ça nous permet de respecter le typage qui va bien pour chaque donnée du NUPLE. Pareil, je ne pourrais pas m'amuser à faire n'importe quoi, parce que forcément, ça ne correspondrait pas. On attend 2 arguments, on en passe 3. Bon, on a bien compris que ça allait pas. Et vous voyez, j'ai pas fait de constructeur. J'ai pas indiqué, en fait, l'ordre des constructeurs, c'est pris en compte par rapport aux données qui sont définies ici. On sait qu'on a une première donnée correspond au x qui est un entier, une deuxième le y qui est un entier aussi. Donc on cherche bien sûr à valider ce format, ce protocole-là, et on peut le passer tel quel. Donc vraiment bien pratique, bien pratique. Et au plus complet, je vous ai dit, si on veut être vraiment précis, même si le typage de la déclaration des variables, lui, n'est pas analysé, voilà, on fait comme ça, et là on est complet. On a déclaré le type de la variable déclarée, on a tout qui est déclaré ici, et on est bon. Voilà, ça c'était le petit point. Vous voyez, j'allais pas faire une vidéo juste pour vous parler de ça. Ça aurait été bête de faire une vidéo sur les NUPLE nommés de 30 secondes, parce que c'était juste cette petite notation. Puis ça fait partie de la notation de type, c'est pour ça que je fais ça dans ce tutoriel aussi, pour qu'on ait un petit peu tout qui soit indiqué. Passons à d'autres types, parce que là j'étais revenu ici, tant que j'y pense, il y a un type qui a développé ici que j'avais pas forcément présenté, qu'il faudrait qu'on voie, c'est le type correlable. Quand on a besoin notamment de faire des fonctions de rappel. Donc une fonction en fait qui prend en paramètre une autre fonction, par exemple. On peut avoir besoin de ça. Alors je ne vais pas vous écrire un autre exemple parce que j'aurais beaucoup de choses à noter, mais tout simplement, je vais donner la notation. Si vous avez donc, je sais pas moi, une donnée, admettons, on a une collection, liste d'entiers. Typing import list. Voilà, ça on a bien compris. On va importer callable et on va pouvoir indiquer ici, admettons on veut trier une liste par rapport à ce qu'on passe selon une méthode de tri. Donc ici sort method, quelque chose comme ça, et indiquer le type de ça, d'accord, indiquer en fait la fonction de rappel. Et bien au plus générique c'est ça. Mais attention, si vous faites une vérification stricte, maintenant je pense que vous avez compris,
forcément vous aurez un avertissement parce que oui, mais callable de quoi? C'est-à-dire qu'une fonction c'est bien, mais une fonction, ça, la signature, c'est pas juste un nom. C'est il y a un nom, ok. Et après éventuellement il y a des arguments. Donc arguments avec leur type, évidemment. Et puis après, il y a une valeur de retour. Type de retour, pardon. Et 2 points. Donc il a besoin de toutes ces informations-là. C'est-à-dire que si c'est générique, c'est callable. Si vous faites une vérification sommaire, ça passera sans problème. Si c'est une vérification stricte, donc mettons sort like this. Voilà, je fais vraiment un exemple pif. Ici, je veux passer... je mets none parce que de toute façon elle fait rien, c'est pour l'exemple ici. Bien, dans ce cas-là, celle-ci, elle n'a pas de finalement envoyé de valeur là. Bon, à la rigueur, je peux mettre ça, liste comme ça, que ça retourne une liste. Mais elle n'aurait pas de paramètres. Bon, ce serait bizarre, mais c'est encore une fois pour l'exemple. Si vous voulez indiquer une fonction qui n'a pas de paramètres, vous allez indiquer callable. Et entre crochets, vous allez indiquer et les arguments, donc les types des arguments, et le type de retour. Donc on commence par les arguments, ici on n'a pas, donc des crochets vides. Et ici le type de retour, on a vu que c'était list, donc j'indique list. Et ça c'est le type à indiquer comme annotation de type ici. Pour indiquer qu'on n'accepte que une méthode qui n'a pas de paramètres, mais qui renvoie une liste. Donc il faudra que ça corresponde à cette signature-là. Vous avez pigé le principe. Si j'avais besoin de quelque chose ici, bon, très bizarre d'avoir une collection qui est un entier, mais encore une fois, c'est pour l'exemple. Là, on comprend bien que c'est ça. Et s'il y en a d'autres, bon, on les met dans l'ordre où ils sont indiqués. Voilà. Donc le type des paramètres dans l'ordre. Et on a ça, je vais dézoomer ici. Voilà. Donc là, vous avez cette fois-ci ça qui serait annoté. Donc vous voyez, des crochets au complet, et à l'intérieur, une autre paire de crochets pour tous les paramètres à la suite. Et ensuite, à la fin, le deuxième élément, qui est le type de retour. Donc à voir en fonction pour que tout soit pris en compte. Ce qui fait qu'après, on appellerait donc SumFunction, on passerait directement l'élément qu'on a, et puis ici, par exemple, on appellerait notre méthode. D'accord. Ça fonctionnerait pour faire une fonction de rappel. On pourrait procéder tel quel. Voilà pour callable. Pareil, s'il y a des arguments variables, c'est-à-dire que si on a quelque chose comme ça, d'accord, donc un nombre d'arguments en fait variable pour celle-ci, on peut l'indiquer aussi avec des 3 petits points. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de mettre les crochets, vous mettez 3 petits points. Voilà. Un nombre de paramètres variables, mais ça retourne une liste. Vous pouvez écrire ça comme ça au niveau de la notation, ça fonctionnera aussi. Donc n'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à tester. Si vous connaissez toutes ces choses-là déjà au niveau du langage, testez, voir un peu comment marche la notation, de faire une vérification ensuite simple, et ensuite de faire une vérification stricte avec MyPy. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence de comportement en fonction des deux, et de voir que ça, en tout cas que ça capture bien ce que vous vouliez vérifier, vous, au niveau des types que vous avez notés. Ça, c'est de la parenthèse qui est faite, donc pour callable, parce qu'il y a pas mal de choses, et on arrive sur la dernière partie de ce tuto, mais pas des moindres, puisqu'on a pas mal d'éléments à voir, qui vont compléter un petit peu ces typages, puisqu'on va parler notamment de surcharge, un peu de généricité, et on terminera ensuite par la création d'alias, voire même de nouveaux types, ce qui peut être pratique quand on veut ajouter des nouvelles notations. Donc ça rentre pas forcément dans ce que j'appellerais le typage statique, mais c'est plus pour dire, bon là on a un type en Python qui est peut-être un peu long à écrire, peut-être un peu embêtant, peut-être pas suffisamment précis par rapport au programme qu'on écrit, et on voudrait lui donner un nom plus précis justement. Par exemple, plutôt que de dire des entiers, pourquoi pas donner par exemple l'âge. On pourrait créer un type âge qui serait un entier, mais juste on l'appelle age, et on pourrait faire ce genre de choses aussi. Mais d'abord, on va commencer par ce que je vous disais avec la surcharge, donc ici la surcharge de fonction. La surcharge de fonction, ou de méthode selon les langages, dans d'autres langages de programmation qui effectivement mettent ça en place, cette fonctionnalité, c'est le principe de se dire que on va avoir une méthode, c'est-à-dire que en Python, par exemple, quand on veut faire la somme de deux nombres, d'accord, au plus simple, vraiment, on fait ça. Comme c'est un typage dynamique, ça ne pose aucun problème. On prend A et B, ça peut être des entiers, ça peut être des flottants, n'importe quoi en fait qui est valide avec l'opérateur plus,
y compris si c'est de la concaténation, pourra en fait appeler cette méthode, enfin cette fonction et l'utiliser. Ça ne déclenchera pas d'erreur, il n'y aura pas de problème. Par contre, dans certains langages, quand c'est typé statiquement, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que si on indiquait qu'on attend des entiers, et c'est ce qu'on peut faire du coup avec la notation qu'on a vue, d'accord, ce genre de choses, et puis qu'on retourne à ce moment-là un entier, on aimerait quand même peut-être se dire, j'aimerais pouvoir avoir une possibilité d'additionner des flottants, sans pour autant d'avoir l'autre. Alors soit on peut utiliser des méthodes avec, des fonctions avec un type ou l'autre, mais moi j'ai pas envie de mélanger des entiers avec des flottants. Donc ce que je vais faire, c'est d'avoir sum, ici, avec float, et qui renvoie aussi, et qui ferait finalement la même chose, c'est-à-dire ça. Et généralement, vous avez vu ces langages, dans d'autres langages de programmation, vous avez ce genre de possibilité où on a une signature qui est surchargée, c'est-à-dire qu'on a la même fonction, le même nom, mais la signature est différente, parce que si elle ne l'est pas, évidemment ça ne marchera pas, on dira que vous avez fait une double définition, et on voit que c'est une surcharge qui a été faite, puisque nous avons le même nom de fonction, mais ici les paramètres ou le type de retour changent, et donc forcément ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire ça, dans un autre langage généralement, il va choisir la fonction qui correspond. Il va donc déduire les types de ce qu'il voit ici, des données, et il va pouvoir ensuite appeler la bonne fonction, suivant bien sûr ce qui a été donné. Nous en Python, comme c'est du typage dynamique, vous avez vu qu'on n'avait pas ce problème. Dès qu'on va par contre procéder à de la notation de type, on va vouloir faire ça. Donc comment on va procéder au niveau de l'écriture? On va faire de la surcharge et on va passer notamment overload qui va permettre d'avoir tout ce qu'il nous faut. Donc depuis from typing, donc je vais le mettre passer ici. Port overload, load, pardon, pas lord, parce que lord c'est le seigneur mais ça n'a rien à voir. Donc overload, et on va pouvoir utiliser ce décorateur. Cette fois-ci c'est un décorateur. Et on le met pour chaque méthode surchargée. Donc par exemple celle-ci, et on va simplifier les choses. On ne va pas faire le code en lui-même ici. Alors là, en plus, c'est le même, mais on pourrait imaginer que le code ne serait pas le même d'une méthode à l'autre. D'accord, c'est pas obligatoire que ce soit le même. Je précise pour ceux qui se poseraient la question. Mais juste, on va marquer ça. Et ici, après les 2 points, en fait, voilà. Je ne fais pas d'implémentation. Vous voyez, je mets 3 petits points. Et voilà, 3 petits points. Ici, je fais rien de particulier. Donc finalement, ça se résume à ça. Ça tient en une ligne. On a la signature, donc la définition de la fonction, et les 3 petits points ici au niveau de ce qui devrait être l'implémentation. Je laisse tel quel. Ici, par contre, je crée effectivement, en tout cas je pourrais très bien faire ça comme ça, une méthode sum, et qui prend des types particuliers. Là, comme je veux faire une analyse stricte, je vais lui indiquer volontairement ini. Pourquoi? Parce que ça doit pouvoir accepter l'un ou l'autre. Parce que si c'est des flottants, ça doit passer. Si ce sont des entiers, ça doit passer, puisque j'ai deux fonctions, donc 2 surcharges qui ont été faites. Mais c'est celle-ci qui va être appelée en amont. D'accord? C'est le décorateur en fait qui dit qu'il appellera la bonne fonction suivant son nom. Il va bien sûr en mettre ini. Et c'est dans cette fonction qu'on va implémenter ce qu'il nous faut. Alors soit c'est la même chose, et dans ce cas-là, ça va être simple. Moi ça fait la même chose, donc c'est juste ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est print de somme de 1,6, print somme de 2.6, 3.1. Ok. On va exécuter le programme. J'ai oublié le ini. Et j'ai oublié les 2 points. Ça arrive. Voilà. Vous voyez que le calcul, pas de problème. C'est passé sans problème. Je fais ma vérification. Et vous voyez que la vérification, l'analyse a été faite, donc strictement, mode strict. Et c'est passé aussi, puisque tout a bien été contrôlé. Ce qui est important, c'est ça. C'est celle-ci qui est utilisée. D'accord? Donc au moment de l'appel à ici, ini. Et après, par rapport à la surcharge qu'on a indiquée ici avec les décorateurs, c'est le bon calcul, donc en tout cas qui va être accepté. On indique en fait les types qui sont possibles, si vous voulez. Après, ce qu'on pourrait très bien faire ici, c'est de vérifier. Donc par exemple, if isInstance, d'accord? Donc genre A est de la classe Intel, d'accord? Vous indiquez la classe à quoi ça correspond. Et à ce moment-là, donc le type, en fait, je vais mettre le type, ce sera plus global. Donc la vérification du type. Par exemple, peut-être là on pourrait dire on fait A plus B. Et puis sinon, si B lui A est d'un autre type,
quelque chose comme ça, eh bien on fait un autre calcul, d'accord? On fait autre chose. On n'est pas obligé, encore une fois, de faire les mêmes instructions. C'est vous qui voyez. Mais juste que on a cette fonction, on va dire plus globale, qui donc va déléguer, si vous voulez, le travail en fonction et qui validera de certaines notations. C'est-à-dire que là, on n'a pas de possibilité autre chose que ça. C'est soit des entiers, soit des flottants. On ne peut pas commencer à faire l'addition de chaînes de caractères. Ce ne sera pas possible, ce ne sera pas validé par rapport à ça. On n'a plus donc ce problème, entre guillemets, qu'on pouvait avoir avec le typage dynamique qui est, on a A et B, et ça peut être de n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux essayer d'additionner une liste avec une chaîne de caractères. Donc si ça marche le plus avec ce type de données, ces types de données, ça ferait quelque chose, peut-être pas ce qu'on veut, mais ça ferait quelque chose. Et si en plus cet opérateur n'est pas compatible avec ces deux types, évidemment vous auriez une erreur à l'exécution, ça ne passerait pas. Donc on peut comme ça vérifier un petit peu au niveau de la surcharge et contrôler là-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est à vous de tester pour voir ce que vous pouvez faire avec ça. Encore une fois, c'est vraiment un plus, c'est-à-dire qu'on est sur un langage de toute façon qui a typage dynamique. Donc c'est vrai que généralement en Python, la surcharge de méthode, la surcharge de fonction, on ne se pose pas trop la question. Mais si vous voulez véritablement mettre en place des annotations de type, un typage statique, vous pouvez, vous voyez, même jusque-là, pousser au maximum à ce niveau pour en fait contrôler au maximum les types de données qui sont compatibles et que vous autorisez en fait au niveau de vos fonctions. Donc on peut vraiment pousser les choses beaucoup plus loin encore. Et comme on parle justement d'aller un peu plus loin à ce niveau-là, on peut aller plus loin aussi au niveau de la généricité. Donc ça pareil, si vous savez ce qu'est la généricité dans votre langage, vous n'aurez pas besoin en tout cas de découvrir ça. La généricité, c'est au lieu de déclarer différentes possibilités, c'est de se dire on crée un type et qui peut accepter différents types de données possibles. Je prends souvent cet exemple parce que je trouve qu'il est très bien parlant. Dans un jeu vidéo, d'accord, vous avez donc par exemple dans un jeu de rôle, votre personnage a un inventaire, et votre inventaire peut contenir toutes sortes de choses. Il n'est pas obligé de contenir par exemple que des armes, ou que des armures, ou que des consommables, ou que de la nourriture, ou que des quêtes, ce genre de choses. Il peut contenir plein de choses, voilà, des matériaux, des ressources, des armes, des équipements, plein de types, d'accord, de données différentes finalement. Et dans ce cas-là, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est de se dire, je ne crée pas un inventaire d'équipements, je ne crée pas un inventaire de pièces, je ne crée pas un inventaire de parchemins, c'est je crée un inventaire de plein de choses possibles et différentes. Dans ce cas-là, on va importer, ici depuis typing, cette classe particulière, typeVar, qui va indiquer en fait la création d'un type possible. Généralement, c'est pas une obligation, mais quand on fait de la généricité, surtout si vous venez d'autres langages comme C++, comme C#, etc., on l'indique avec, en tout cas le type de base, avec un T majuscule. C'est vraiment pas obligatoire, mais au moins comme ça on n'est pas perdu avec d'autres langages. Et ici, on va juste indiquer typeVar, qui correspond à ce type-là. Et nous venons de créer ce type T. Voilà, c'est un type qui existe, un type de variable T. T, c'est n'importe quoi, c'est un type générique, mais qui sera valide au niveau de notre annotation de type. C'est surtout ça qui est intéressant. Alors le truc, c'est que comme c'est très récent, ce n'est pas encore pris en charge par MyPy, peut-être pas pris en charge non plus par d'autres outils si vous testez d'autres outils, mais encore une fois, à la longue, bien sûr, ça le sera, donc ce sera parfaitement contrôlé. Mais moi, je vous montre ça en avance, comme ça, vous serez en avance sur les fonctionnalités nouvelles de Python, ça ne posera pas de souci. Donc là, je vais créer une classe. Par exemple, je veux créer un groupe, mais voyez, un groupe pas un groupe forcément d'entiers, pas un groupe de personnages, c'est un groupe de plein de choses possibles, un groupe générique. Et comme ça, je pourrais créer le type de groupe que je veux. Si je veux créer un groupe de joueurs, je pourrais faire un groupe de joueurs. Si je veux créer un groupe de quêtes, je ferai un groupe de quêtes. Si je veux créer un groupe de monstres, je ferai un groupe de monstres. Vous avez compris un peu le principe. Et c'est exactement ça. On fait ça. Ici, on va faire ça. Vraiment, c'est vraiment pour l'exemple. C'est pas très parlant, mais au moins c'est simple à comprendre. Et ici, par exemple, j'ai une valeur qui est de type T. Vous voyez, si je fais mon annotation, alors self, c'est ça reste que tel quel. Et ensuite, value, si je veux indiquer que ça peut être un type en particulier, eh bien je mets que c'est du type T. Ici known, évidemment, pas de problème. Et ensuite, self value égale value. Donc là, si vous décidez de passer un élément en fait de type, je sais pas moi, autre chose, un autre type que vous avez fait, et value, vous pourrez le passer, ce sera pris en compte. Ça permettra en fait de respecter un typage bien précis au niveau des données que vous avez. Donc encore une fois, tout est fait pour pouvoir rendre possible la notation de type, toutes ces choses-là.
Ça ne veut pas dire que c'est nécessaire pour le fonctionnement de votre programme. Jusqu'à présent, vous avez vu, si vous êtes bien avancé dans le cours ou même que vous l'avez fini, vous n'avez jamais eu besoin d'écrire ce genre de choses pour faire vos classes, pour avoir des données génériques, etc., faire du polymorphisme. On l'a vu en Python, ça fonctionne très bien sans. C'est juste, et c'est vraiment le sujet de ce tuto, si vous voulez faire du typage statique, si vous voulez indiquer le type des données et contrôler ça pour l'aspect sécurité, ajouter un peu plus de sécurité au niveau du langage, eh bien forcément, il faut être cohérent, c'est-à-dire typer tout ce qui peut l'être, et après, vous avez vu qu'il y a plein d'outils différents, plein de syntaxes possibles pour pouvoir ajouter tout le typage qui peut manquer, pour ensuite faire analyser ça par des analyseurs statiques, comme MyPy et d'autres, qui vous permettent de vérifier en fait vos programmes, que tout est cohérent, tout est conforme finalement par rapport à ces différentes annotations. Pour la généricité, on va s'arrêter là. C'est le plus pareil, le plus essentiel à connaître, ce qui me semble le plus simple et en tout cas surtout à appliquer, voilà, pour cette partie-là. N'hésitez pas encore une fois à bien vous renseigner et bien suivre ça parce que c'est tout récent, ce sont vraiment des fonctionnalités toutes récentes, donc il faudra peut-être vous mettre à jour et suivre un petit peu comment que ça évolue en fonction des analyseurs notamment. Et on termine ce tuto avec ce que je vous disais, les histoires d'alias et l'histoire de création de nouveaux types. On va aller assez vite, mais vous allez très vite comprendre comment ça marche, parce que en soi c'est pas compliqué. On va aller ici. Ici, pour le moment, je le commente, parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin. Donc un côté très pratique. Rappelez-vous tout à l'heure qu'on en avait des coordonnées 2D. Par exemple, on pourrait très bien se dire, par défaut, c'est un NuPlay de 2 éléments. Le premier étant X, le deuxième étant Y. Forcément, si on fait un test simple, position, on va indiquer quelque chose comme ça, voire même si on va plus loin, on va indiquer quelque chose comme ça. Et après, donc, on aura ça. Ok. Voilà. On pourrait tout à fait faire ça, mais on n'a pas un type précis. On a vu qu'on pouvait faire un NuPlay nommé. On a vu que c'était une possibilité qu'on avait. Alors là, c'est parce que ça fonctionne pour les NuPlay, mais pas forcément pour d'autres types. Mais là, moi, ce que je vais vous montrer peut fonctionner pour n'importe quel type. On va créer un alias. Donc, je rappelle, un alias, c'est quoi? C'est juste une autre syntaxe pour dire la même chose. C'est juste de se dire, par exemple, eh bien, à chaque fois que je vais marquer le mot entier, c'est comme si je marquais int. D'accord? Et donc, là, ce qu'on veut faire, c'est que à chaque fois que je vais marquer corde 2D, ou à la même rigueur, je peux mettre C2D, c'est un peu bizarre comme nom, on va mettre en minuscule, ou corde 2, alors regarde, même pas besoin de mettre D à la fin. Juste ça, et bien je veux dire, au niveau du langage, qu'ils le comprennent, qu'ils ne mettent pas une erreur, mais qu'ils comprennent qu'en fait, je voulais dire ça. C'est un tuple composé de 2 entiers seulement. Donc des entiers, mais seulement 2, pas 3, pas 1, c'est 2. Donc à partir de là, on peut créer ce type-là précisément. Donc je vais utiliser l'instruction type. Je vais indiquer le terme que je veux, corde 2, et j'affecte à quoi en fait correspond cet alias. Donc il correspond à ce que je vous ai dit ici. Et là, je peux très bien faire, alors je vais laisser le type player position, comme ceci. C'est de type corde 2D, okay. Et ça correspond effectivement à ça. On peut le passer, alors bon, de toute façon l'exécution on va pas avoir grand chose, il faudrait qu'on l'affiche. C'est vrai que c'est pas mal quand même que je vous exécute le programme, qu'on voit que ça marche, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, ça a bien créé un NuPlay, il n'y a pas de souci. Et ensuite au niveau de la vérification, après de voir ce qu'il y a, et là vous voyez c'est ce que je vous disais, ça vous indique une erreur que cette fonctionnalité là, donc apportée par PEP 695, et bien en fait, donc les alias de type ne sont pas encore pris en charge par l'outil. Mais peut-être que vous n'aurez plus cet avertissement au moment où vous testerez. En tout cas, voilà une possibilité. Donc un petit alias, voilà. Ça veut juste dire que écrire ça, ça revient à écrire ça. C'est tout. C'est comme si je disais vraiment ça, je faisais ça, int, et que du coup je me mettais à faire player x, comme ceci, et que je notais ça, et j'en viens à noter ça. C'est un alias, rien de plus, rien de moins. C'est juste pour faire ça, pour avoir apporté une information supplémentaire, parce que int, bon là le problème c'est que ça veut pas dire, j'ai juste traduit le mot en français, donc là c'est pas utile de faire un alias pour ça, mais vous avez vu que par contre pour ce que j'ai fait avec le NuPlay, là ça avait beaucoup plus de sens. Si au lieu d'avoir en fait un NuPlay avec des valeurs numériques, on sait pas trop à quoi ça correspond, on indique non, ça on va dire que dès qu'on a un NuPlay qui contient 2 entiers, c'est un ensemble de coordonnées en 2 dimensions. À 2 dimensions, comme ça on a quelque chose qui est autodocumenté et qui apporte une information supplémentaire. Si on va aller plus loin, alors c'est pareil, bon, on pourrait faire ça, on peut effectivement aussi
Donc cette fois-ci en important, c'est un peu plus récent, on va dire, hein, type alias. On peut aussi utiliser cette notation. Donc par exemple, je peux très bien faire corde 2D et je fais type alias comme ceci. Et puis j'indique, voilà, type le dentier. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Et ce qui fait que corde 2D, vous voyez, c'est comme cette fois-ci c'est une variable. Et bien en fait ça correspond. Voilà, c'est un alias qui correspond à nuplé, donc tuple int. On a cette notation possible, l'une ou l'autre. Choisissez celle que vous préférez. C'est en fonction de vos préférences. Enfin, si on veut créer vraiment un nouveau type, donc on va en fait véritablement créer une classe distincte, d'accord, d'un type, un peu comme si en fait il héritait d'un autre type. On peut aussi le faire, mais cette fois-ci on va importer new type. Donc pareil, certaines choses ne sont pas prises en charge à la détection par les analyseurs statiques, mais ça le sera de toute façon par la suite. Et là on peut aller beaucoup plus loin, donc là si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je vais noter cette fois-ci corde 2D comme ça avec un D majuscule volontairement, et c'est new type, comme ceci. Le nom qu'on veut, donc là ça va être le même nom qu'on a ici, hein, il faut que ce soit cohérent, ouais, le même nom ici. Et puis là, ce que vous indiquez, donc moi je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, un nuplé comme ça avec 2 entiers précisément. Ce qui fait que par la suite, player, c'est de ce type corde 2D. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à préparer l'information telle que je veux. Et je note en fait l'information que je voulais. Donc ici, corde 2D. Et ici, on n'a plus qu'à passer le nuplé. Donc vous voyez, ça change la syntaxe. Ça crée en fait un nouveau type comme une classe. C'est-à-dire qu'ici, c'est devenu comme une sorte de classe. Et vous lui passez bien sûr en argument, donc entre les parenthèses, le type que vous avez. Donc là, ça prend un nuplé de 2 entiers, donc je lui passe bien un nuplé de 2 entiers. Il faut que ça corresponde. Toujours pareil, pour qu'au niveau de l'analyseur syntaxique, vous ayez une vérification qui est faite. Si j'essaye de lui passer autre chose, par exemple une liste, mais évidemment, ça ne correspondra plus au type sous-jacent. Donc cette fois-ci, on aura un avertissement. Parce qu'on attend un nuplé avec 2 entiers, et on lui a passé une liste avec un seul entier. Donc ça n'est pas, il n'a même pas cherché d'ailleurs le deuxième, il s'est pas embêté. C'était une liste d'entiers en réalité. Donc forcément, ça ne lui a pas plu. Donc on peut comme ça faire des vérifications supplémentaires, soit en définissant des alias, soit carrément en créant des types distincts. Donc là, j'ai été assez loin. Vous avez vu ce tuto, on a passé 1 heure quasiment pour tout voir. Mais au moins, vous avez un gros tutoriel sur le sujet, sur les annotations de type, avec plein d'outils différents que vous pouvez réutiliser. Donc comme toujours, comme c'est un tuto, c'est en annexe. Si ça, pour vous, ça n'a aucun intérêt de faire de la notation de type, donc avoir un typage statique en Python, grand bien vous fasse, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par contre, si c'est important d'avoir ce contrôle, en tout cas supplémentaire, pour la sécurité finalement de vos programmes, sachez que vous avez ces différentes possibilités et d'autres choses encore qui vont continuer d'évoluer avec le langage. Parce que je vous dis, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont toutes récentes, donc il y a sûrement d'autres choses qui vont continuer d'être développées autour de ça. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. S'il y a des questions, si vous avez, il y a des choses que vous n'avez pas forcément bien compris, parce qu'il a fallu quand même que je vous explique beaucoup d'éléments, donc si je suis passé un peu vite sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander des précisions supplémentaires dans les commentaires. Ciao tout le monde.